Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Expéditif et presque tout simplement trop fort, Rafael Nadal a remporté pour la 4e fois consécutive Roland-Garros cet après-midi. Sa victime, le numéro 1 mondial, Roger Federer, qui n'a inscrit que 4 petits jeux. Le maître de la terre battue sera avec nous dans un instant. Nous reviendrons ce soir sur le coup de folie meurtrier d'un jeune japonais dans les rues de Tokyo. Il a attaqué à l'arme blanche près de 20 personnes. Le bilan est de 7 morts. À quoi ressemble la vie d'après d'un ancien président de la République? Un peu plus d'1 an après avoir quitté l'Élysée, Jacques Chirac inaugure demain sa fondation pour le dialogue des cultures. Explication dans ce journal. Le football, à 24 heures du premier match des Bleus dans l'Euro face à la Roumanie. Dans quel état d'esprit sont les protégés de Raymond Domenech? Beaucoup d'espoir et quelques doutes, vous le verrez. Et puis à la fin de ce journal, une rencontre avec la comédienne Sylvie Testu. Elle incarne de manière troublante Sagan au cinéma pour un film très attendu signé Diane Curis, un pari osé pour lequel elle avait un temps hésité. Elle nous dira tout à l'heure pourquoi elle a finalement franchi le pas. Il n'a commis que 7 fautes directes, gagné les 3 sets de la victoire en 1h48 et ainsi remporté pour la 4e fois consécutive le tournoi de Roland-Garros. Définitivement, Rafael Nadal était trop fort pour ses adversaires durant 2 semaines et même trop fort aujourd'hui pour le numéro 1 mondial Roger Federer. Une rencontre et des images commentées par Nathalie Lerinxin et Chloé Cormery. Insatiable, Rafael Nadal dévore son 4e trophée de Roland-Garros sous l'œil envieux d'un connaisseur, le Suédois Björn Borg. Pendant ce temps-là, Roger Federer digère une des défaites les plus lourdes de sa carrière. Nadal l'a croqué en 3 petits sets. J'aurais espéré, bien sûr, de faire un peu mieux aujourd'hui que 4 jeux. Mais bon, Rafa, il est vraiment très très fort. Pour son 28e match consécutif sans défaite à Roland-Garros, Rafael Nadal a fait les choses en grand. Dès le début du premier set, il étouffe son adversaire. Techniquement, tactiquement, physiquement, Federer semble dépassé. Le ton de la finale est donné, la première manche expédiée, 6 jeux à 1. Si dans le deuxième set, sur quelques points, Roger Federer donne le sentiment de pouvoir inverser la tendance, les coups gagnants du Suisse sont trop rares pour inquiéter l'Espagnol. Jamais depuis ses débuts à Roland-Garros, il y a 4 ans, Nadal n'a autant semblé maîtriser son sujet. 6-3 dans la deuxième manche, Federer est agacé, dépité, sans doute démotivé. Le dernier set tourne à la correction. L'Espagnol réussit tout ce qu'il tente. Finalement, après 1h48 d'un match à sens unique, le calvaire de Roger Federer prend fin sur un 6-0 qu'il n'est pas prêt d'oublier. 4 Roland-Garros, 28 matchs consécutifs sans défaite, l'Espagnol vient d'égaler certains vieux records de Björn Borg et ce n'est sans doute pas fini, Nadal n'a que 22 ans. Et on retrouve en duplex le héros du jour, un vrai phénomène. Bonsoir Rafael Nadal et bravo à vous pour cette nouvelle victoire. Quelle démonstration de force aujourd'hui. Tout d'abord, vous avez joué presque à la perfection. Bonsoir, merci beaucoup. Oui, ça a été un grand jour pour moi. C'est clair que gagner ici à Paris pour la 4e fois, c'est incroyable pour moi. Et je remercie tous ceux qui organisent ce tournoi et puis l'ensemble du public qui m'a soutenu au cours de toute la semaine, toute la quinzaine même pour me... Derrière moi, ça a été incroyable. Un mot de Roger Federer, c'est dur vraiment ce qu'il a vécu aujourd'hui. C'est jamais facile de perdre une finale. Mais bon, Roger, il a une façon de faire exemplaire aussi bien dans la victoire que dans la défaite. Et donc on peut remercier Roger pour la personne qu'il est et le bien qu'il fait au tennis. Alors Rafael Nadal, est-ce que vous avez le sentiment d'entrer dans la légende en égalant le record de 4 victoires à la suite de Björn Borg sur la terre battue à Roland-Garros? C'est un honneur de gagner 4 fois d'affilée ici, d'égaliser le record de Borg, mais je crois aussi que Borg est encore bien meilleur que moi. Donc, merci à Borg pour sa présence, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous, Rafael Nadal, et puis on se retrouve bien sûr l'année prochaine. Merci beaucoup. Voilà, interview réalisée tout à l'heure. Le 2e jour de l'Euro de football avec en fin d'après-midi l'Autriche, pays co-organisateur avec la Suisse qui est entrée dans la compétition. Match face à la Croatie et c'est la Croatie qui s'est imposée 1-0. But de Modric dès la 4e minute sur penalty.
L'autre match du jour opposera ce soir l'Allemagne à la Pologne, un match classé à haut risque en raison de l'antagonisme entre les supporters des deux pays. Il y a eu d'ailleurs quelques incidents en marge de la rencontre ces dernières heures. Les Bleus, eux, doivent encore attendre demain pour y voir plus clair. Ils ont quitté leur camp de base pour rejoindre Zurich. Ils affronteront demain, vous le savez, la Roumanie. 24 heures avant la rencontre, on s'interroge, bien sûr, quelques certitudes et quelques doutes avec sur place Manuel Tissier et Mathieu Bierden. Le train bleu arrive en ville. Un convoi spécial, sous haute surveillance, avec des passagers très attendus. Les tricolores ont quitté ce matin leur nid d'aigle au-dessus du lac Léman. 2h30 de trajet, et voici nos grands voyageurs, accueillis par une poignée de Zurichois. La Suisse alémanique ne se passionne pas pour l'équipe de France, mais la génération 2008 compte tout de même quelques supportrices en dehors de l'Hexagone. J'ai vu toute l'équipe, je tremble encore, je suis un peu nerveux. Oui, ça m'a beaucoup plu. J'ai à fond pour eux. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, je trouve qu'ils sont sympathiques, j'adore la France. Sympathique, l'adjectif colle à la peau de cette équipe qui s'est inventé un slogan inscrit sur son bus. On vit ensemble, on vibre ensemble. Mais à Zurich, les Bleus ne sont pas là pour être sympathiques contre les Roumains. Certes, ils affichent depuis qu'ils sont en Suisse un esprit de corps un peu potache, mais derrière les sourires, les doutes sur la présence de Patrick Vieira et les bobos de Thierry Henry font planer une ombre. Domenech est là pour éviter l'excès de confiance. On n'arrive pas les mains dans les poches en se disant on va gagner l'Euro tranquille. On doute parce qu'en face il y a des adversaires de talent. On sait qu'un Euro c'est compliqué, c'est difficile, que chaque match est un match décisif. Donc on n'est jamais sûr de rien. Raymond Domenech est à la veille d'un choix crucial pour tenter de redonner à cette équipe de France qui marque peu une nouvelle efficacité. Et les amateurs de football ont une réponse pour lui. Tous espèrent voir aligner ensemble Thierry Henry, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, et Karim Benzema, la nouvelle attraction de l'équipe. Et puis demain, dans le même groupe, les Pays-Bas rencontreront l'Italie. Dans l'actualité de ce dimanche, le coup de folie d'un Japonais de 25 ans à Tokyo, en pleine rue. L'homme attaqué au couteau, une vingtaine de passants. Le bilan provisoire est lourd, 7 morts. Une folie meurtrière qui correspond jour pour jour à un massacre qui avait eu lieu il y a 7 ans dans une école à Osaka. Frédéric Crotta. Au moment de son arrestation, quelques minutes après le drame, l'homme a tout simplement dit aux policiers qu'il était fatigué de la vie. Armé de ce couteau, Tomohiro Kato, âgé de 25 ans, vient pourtant de perpétrer l'une des plus grandes tueries qu'ait connu le Japon. L'homme, désespéré, a choisi l'un des quartiers les plus populaires de Tokyo, fréquenté comme d'habitude par tous les passionnés d'électronique et de jeux vidéo. Dans un premier temps, au volant de son camion, il fonce sur la foule et une fois sorti du véhicule, il poignarde au hasard une vingtaine de passants. J'ai d'abord vu 3 personnes renversées par le camion. Il a visiblement foncé volontairement sur ces gens. Ensuite, je l'ai vu avec un couteau. Il a frappé 4 ou 5 personnes. Je les ai vus s'effondrer. En dépit de l'arrivée rapide des secours et des soins prodigués sur place, 7 personnes succomberont à leurs blessures. Ce massacre intervient 7 ans, jour pour jour, après celui d'Ikeda. Un homme de 37 ans, pris d'une crise de folie, avait fait irruption dans une école de la banlieue chic d'Osaka. Avec un couteau de boucher, il avait semé la terreur et finalement tué 7 petites filles et un garçon. En exécutant ce matin son projet insensé, le tueur de Tokyo avait sans doute ce massacre en mémoire. En tout cas, le Japon, dont le taux de criminalité est l'un des plus bas au monde, est sous le choc. À l'étranger également, la terre a tremblé cet après-midi dans le Péloponnèse en Grèce. Une forte secousse de 6,5 sur l'échelle de Richter. Un séisme ressenti jusque dans la capitale, Athènes. La secousse a provoqué quelques scènes de panique et a fait 2 victimes pour le moment. Dorothée Cochard. Vidéo amateur, le plafonnier tremble. Les Grecs sont habitués à ces tremblements de terre, mais pas aussi forts. 6,5 sur l'échelle de Richter, tout le monde sort dans la rue, ceux qu'ils peuvent. Près de l'épicentre, situé dans le Péloponnèse, au sud du pays. Plusieurs habitations se sont effondrées. Les secours se sont précipités. Il fallait agir le plus vite possible, les délivrer des décombres qui les écrasaient. On compte 2 morts, 50 blessés. En ce moment, des équipes d'ingénieurs passent dans les écoles pour vérifier que les structures n'ont pas été ébranlées. Des sismologues s'attendent à de nouvelles secousses dans les prochains jours.
Voici maintenant l'histoire d'une plongée sous-marine qui a tourné au cauchemar pour 5 plongeurs en Indonésie. Parmi eux un Français, tous sont sains et saufs, mais leur histoire est assez incroyable. C'est le courant qui les a emportés. Ils ont dérivé en pleine mer durant plusieurs heures avant de rejoindre une île où les plus gros varans du monde les attendaient. Le récit de tout cela avec Lionel Feuerstein. Ils reviennent de l'enfer bleu. Ces 5 plongeurs, dont un Français, ont été secourus in extremis par ce bateau indonésien. Une histoire saisissante. Jeudi dernier, le groupe part en excursion au large des îles Komodo, un site réputé pour la beauté de ses fonds marins. La plongée est idyllique, la remontée un cauchemar. Emportés par le courant, les 5 plongeurs vont alors dériver pendant des heures, en pleine mer, sous un soleil de plomb. Le Français Laurent Pinel et ses amis finissent par s'attacher à un tronc d'arbre flottant. Le soir venu, ils font une ultime tentative pour toucher terre. Il devait être 22h30, nous avons cru voir une dernière île. Il n'y avait pas de lune. On a décidé d'y aller avec nos dernières forces. Si on avait continué à dériver, c'était l'océan. Mais sur l'île déserte, un comité d'accueil très spécial les attend. Des dizaines de varans, ces énormes lézards carnivores, s'approchent dangereusement. Les Robinson Crusoe se défendent à coups de pierre. Finalement, samedi matin, après 40 heures d'angoisse, les 5 touristes vont être récupérés par des pêcheurs indonésiens. Sains et saufs, les plongeurs ont désormais plein de souvenirs de vacances à raconter à leurs proches. En France, l'actualité sociale avec cette semaine, un vaste mouvement annoncé par 3 syndicats dans la fonction publique. Dès demain soir, le trafic SNCF sera perturbé. Un peu, beaucoup, on voit cela avec Juliette Guérin. Demain 20h, les cheminots siffleront le coup d'envoi du mouvement. Une grève reconductible avec en ligne de mire la réforme du fret. La mobilisation s'annonce plutôt faible, le trafic peu perturbé. Il sera normal pour les TGV, sauf sur les lignes sud-est et atlantique, où il faudra compter 3 trains sur 4. En région, 1 train sur 2 circulera en moyenne. En Ile-de-France, il faudra aussi compter 1 train sur 2 pour les lignes B et D du RER et 2 trains sur 3 pour la ligne C. Pour plus de précision, contactez les numéros verts, le 0805 90 36 35 pour les grandes lignes TER, le 0805 700 805 pour le Transilien. Mais attention, une grève peut en cacher une autre, celle des fonctionnaires mardi. Toujours mobilisés contre la réduction des effectifs, 3 syndicats de l'éducation nationale ont lancé un appel à la grève. Pourraient aussi être mobilisés les services des douanes, certains personnels des hôpitaux, des impôts, de la Poste et de France Télécom. Tous protestent contre le projet de loi sur la mobilité des fonctionnaires. Un mot de politique avec le Conseil national du Modem. Le parti de François Bayrou lancera dans quelques semaines une consultation de ses adhérents, et cela après les contestations qui avaient vu le jour à l'issue des municipales. On a parlé Europe également aujourd'hui, à 1 an des élections. À noter la présence lors de ce conseil de l'ex-juge Eva Joly. Un peu plus d'1 an après avoir quitté l'Élysée, quelle est la nouvelle vie de l'ancien président de la République, Jacques Chirac? Cette semaine, il a déjeuné avec son successeur, Nicolas Sarkozy, et demain, il inaugure sa fondation pour le dialogue des cultures au musée du Quai Branly à Paris. L'occasion pour lui d'ouvrir une nouvelle page sur sa vie d'après. Françoise David. 2 amateurs de bière, des clients presque ordinaires, 2 amis accoudés aux zinc de ce café parisien, en toute tranquillité, un luxe que n'avait pu s'offrir pendant des années Jacques Chirac, ici en compagnie de Jean-Louis Debré. Depuis qu'il a quitté l'Élysée il y a un peu plus d'1 an, l'ancien président a opté pour la discrétion. Pas d'intervention publique sur la politique française, car il le dit lui-même, il n'a pas vocation à critiquer ni à donner de conseils à son successeur. Un successeur qu'il a pourtant rencontré au moins 2 reprises, une fois dans ses bureaux, une fois au restaurant, mercredi dernier, rien n'a filtré de leur entretien. Mais à bientôt 76 ans, équipé depuis peu d'un stimulateur cardiaque, l'ancien chef de l'État suit cependant de près la vie politique. Membre de droit du Conseil constitutionnel, il participe à ses travaux, notamment quand un texte suscite la polémique, comme ce jour de novembre dernier où l'on débattait des tests ADN pour les candidats à l'immigration. Mais le projet qui lui tient vraiment à cœur, c'est le développement durable. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. 6 ans après avoir alerté le monde sur l'état de la planète, Jacques Chirac a maintenant le temps d'aller sur le terrain, comme ici au Mali,
il a donné à sa fondation 2 priorités. D'une part, le développement du dialogue des cultures, pour lequel de grands efforts doivent être faits encore, et d'autre part, l'aide publique au développement. Jacques Chirac, président, a conduit la création du musée des Arts Premiers à Paris. Comme un symbole, c'est là qu'il lancera lundi la fondation qui porte son nom. Dans l'actualité à l'étranger aux États-Unis, vous le savez maintenant, le face-à-face dans la course à la Maison-Blanche opposera John McCain à Barack Obama. Hillary Clinton, elle, a finalement apporté son soutien à son rival d'hier, et cela après avoir longtemps espéré pouvoir poursuivre l'aventure. Retour sur ces derniers jours d'une ex-candidate avec Martine Laroche-Joubert. Hillary Clinton avait prévenu dès le début de sa campagne, la route sera longue. Elle n'imaginait pas qu'elle la conduirait vers la sortie. Pourtant, hier, à Washington, elle garde son allure de battante pour rendre les armes. Aujourd'hui, je suis aux côtés du sénateur Obama pour dire « Oui, nous pouvons le faire ». Dans la salle, les applaudissements se mêlent aux larmes. Ça aurait été bien d'avoir une femme présidente. J'ai le cœur brisé. Obama est intelligent, éloquent, mais il n'est pas prêt pour devenir chef des armées. L'épilogue de 4 jours d'incertitude et de spéculation sur son nouveau rôle. Mardi 3 juin, le coup pourrait tomber sur Hillary. Barack Obama remporte le chiffre magique de délégués. Néanmoins, elle paraît nier l'évidence. C'était une longue campagne et je ne prendrai pas de décision ce soir. Difficile de tirer un trait sur 40 ans d'ambition. Mais le lendemain, elle reconnaît implicitement sa défaite devant des pro-israéliens. Jeudi, derrière ses portes, une réunion secrète entre Hillary et Obama. Sur la vice-présidence, mystère. Hillary rêvait de mener la danse à son tour, revivre en star ce bal d'inauguration de Bill en 1992. Elle ne jouera pas. Retour vers le futur. Et avec nous ce soir, la journaliste de CNN la plus francophile, peut-être. Bonsoir Ala Gorani. D'abord, comment a été perçu aux États-Unis le soutien d'Hillary Clinton? Comment a réagi la presse aujourd'hui? Le soutien d'Hillary Clinton pour Barack Obama a été perçu comme un désir et une volonté de réunifier un parti, le Parti démocrate, qui a vraiment couru le risque de se déchirer parce que la course entre Hillary Clinton et Barack Obama a été très dure, elle a été très rude et il y avait vraiment le risque que ce duel entre les deux laisse des cicatrices. Alors justement, est-ce que les cicatrices sont profondes ou pas? Il me semble qu'à ce stade, sans doute pas. C'est-à-dire que Hillary Clinton, même si elle l'a fait même si elle l'a fait sans vraiment vouloir le faire, elle a quand même jeté tout son soutien politique derrière Barack Obama. Elle a demandé à ses supporters, 18 millions d'Américains ont voté pour elle, de se rallier derrière Barack Obama. Lorsqu'on regarde les sondages, une grande partie de ceux qui ont voté pour elle s'apprêtent à voter pour Barack Obama. Il y a ceux au centre, peut-être qui sont mécontents de son départ, qui risquent d'aller ailleurs, soit de ne pas voter du tout, soit de voter pour McCain. Alors vous restez avec nous, on va tenter maintenant de faire un point sur cet affrontement clair désormais entre Obama, le démocrate, et McCain, le républicain. L'agenda à venir pour les deux hommes est chargé, on voit cela avec Claude Sampère. Ils ont enfin les mains libres. Après plus de 6 mois d'affrontement dans leur propre camp, Barack Obama et John McCain vont pouvoir désormais entamer cette nouvelle phase de la campagne présidentielle. 3 étapes essentielles les attendent, une série de débats, le choix de leur vice-président et la convention de leur parti cet été. Jusque-là, les deux hommes avaient participé à des débats avec les candidats de leur propre camp. Ils vont pouvoir maintenant s'affronter face à face. McCain a proposé 10 débats cet été, un par semaine, suivi ensuite des 3 grands débats officiels entre septembre et octobre. Obama réserve pour le moment sa réponse, mais a priori, elle devrait être positive. Dans les semaines qui viennent, ils devront également choisir leur vice-président. Côté démocrate, après le retrait d'Hillary Clinton hier, Barack Obama a affirmé que lui seul prendrait la décision pour ce choix crucial. Les deux hommes savent que cette décision est très attendue et des deux côtés, les prétendants sont nombreux. En tout état de cause, au moment des grandes conventions cet été, le choix sera arrêté. Le grand rendez-vous démocrate est prévu à Denver, dans le Colorado, fin août. Et les républicains se rassembleront à Minneapolis, dans le Minnesota, début septembre. Durant les 5 mois de campagne qui restent, les deux hommes vont pouvoir débattre des questions qui les divisent. La guerre en Irak, Obama est pour le retrait des troupes, McCain est pour le maintien.
Deuxième thème de débat, la santé. Obama est pour l'assurance maladie universelle, McCain est contre. Enfin, l'économie et les impôts. Pour cette campagne qui s'annonce très animée, les deux hommes disposent d'un véritable trésor de guerre. Barack Obama a un peu d'avance avec 46 millions de dollars dans les caisses, McCain en a 32. Cela promet une bagarre acharnée. L'élection est prévue le 4 novembre prochain. Et on retrouve donc Ala Gorani, journaliste à CNN. Vous savez qu'en France, il y a une certaine Obamania, mais attention, aujourd'hui, dans les sondages, les jeux sont loin d'être faits. Oui, et comme toujours dans l'histoire des élections américaines, et pas seulement des élections américaines d'ailleurs, il y a 2 petits points d'écart dans le dernier sondage qui prend en compte 4 sondages nationaux entre McCain et Obama, avec un petit avantage pour Obama, mais ça c'est plus petit que la marge d'erreur. Maintenant, le grand défi pour Obama et McCain, c'est de prendre chez l'un et chez l'autre des électeurs qui sont indécis. En ce qui concerne Obama, il veut pouvoir gagner peut-être un peu de terrain dans des États traditionnellement républicains. En ce qui concerne McCain, il va essayer d'attirer ses électeurs mécontents, comme je le disais avant, du départ d'Hillary Clinton et peut-être lui donner un avantage comme ça au niveau national. On suivra ça avec passion. Merci beaucoup Ala Gorani. On revient en France avec la justice. Demain s'ouvre devant les assises de Seine-et-Marne le procès de 2 hommes accusés du meurtre de Nelly Cremel en juin 2005. Cette affaire mettant en cause un homme déjà condamné à la perpétuité et remis en liberté avait à l'époque relancé le débat sur la récidive. Dominique Verdaillan et Dominique Morel reviennent sur cette affaire. Tuée pour 20 € et une montre alors qu'elle faisait son jogging. Le corps de Nelly Cremel sera retrouvé une semaine plus tard, dissimulé dans les feuillages. 2 hommes sont appréhendés. L'un d'eux, Patrick Gateau, est en libération conditionnelle. Condamné à perpétuité pour un assassinat, il a été libéré après 17 ans de prison. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, s'en prend au juge, estimant qu'il doit payer sa faute. Lorsque M. Cremel m'a posé la question « Comment l'État peut-il relâcher un monstre ?» que dois-je répondre? Une mise en cause qui provoque la colère des magistrats. La décision de libérer Patrick Gateau en 2003 a été prise collégialement. Pour les juges d'application des peines, une libération conditionnelle n'est jamais prise à la légère. Nous, juges d'application des peines, on a pris collégialement, la plupart du temps, pour des grandes affaires comme ça, on a pris la décision que tout le monde nous conseillait, entre guillemets, de prendre. En 15 ans, Patrick Gateau avait accumulé 11 condamnations. Un casier judiciaire éloquent, selon l'avocate de la partie civile. Il contestait toujours sa culpabilité par rapport à la précédente condamnation criminelle. Moi, ça me semble être un élément qu'on doit prendre en considération. Et d'autre part, c'est vrai que son casier judiciaire était un casier judiciaire par rapport à une libération conditionnelle assez alarmant. Bracelet électronique, peine plancher, rétention de sûreté ont renforcé le dispositif contre les récidivistes. Mais pour les avocats, on oublie toujours la prise en charge médicale et psychiatrique en prison. Quand un malheureux ou une malheureuse meurt assassiné par un fourniré ou tant d'autres, bon, on pointe l'assassin et on a raison. Mais on ne se pose pas la question pourquoi rien n'a été fait pendant tant d'années alors qu'on l'avait à disposition. Mercredi dernier, le premier président de la Cour de cassation a remis à Nicolas Sarkozy 23 propositions visant les criminels dangereux. Dans les mois qui viennent, les magistrats doivent s'attendre à une nouvelle loi anti-récidive, la 4e en 3 ans. Passe ton bac d'abord. Voilà une phrase presque culte, mais qui résonne toujours aujourd'hui. Et c'est une réalité à laquelle vont être confrontés plus de 600 000 adolescents dans un peu plus d'une semaine. C'est donc l'heure des révisions. Mais un petit conseil, évitez le stress, c'est inutile. Reportage, Nabila Tabouri et Jean-Yves Blanc. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais c'est bien le bac que préparent ces élèves. Sur l'expire, le ventre qui redescend. Séance gratuite de yoga à l'heure du déjeuner. Au lycée Victor Hugo d'Hennebont, depuis octobre, le tatami ne désemplit pas. Et à l'approche de l'examen, les conseils de la prof pour maîtriser sa respiration ou gérer ses émotions ne sont pas du luxe. Le yoga, même pendant les révisions, ça peut servir par rapport à se calmer, à se détendre. Et ça aide à penser à autre chose. On ne pense pas forcément au lendemain ni au bac qui arrive. La position du lotus ne garantissant quand même pas l'obtention du bac, rien ne vaut une bonne séance de révision en groupe. Donc les 6 documents, si dès l'intro tu dis une grosse bêtise ou tu as mal formulé quelque chose, le correcteur il dit bon celle-là elle est nulle.
Le programme de l'année terminé, la prof d'éco rappelle les vieilles méthodes qui ont montré leur efficacité depuis le premier bac, il y a tout juste 200 ans. Arrêter de vouloir glaner plein d'informations autres, se concentrer sur ce travail. Je dirais essayer de peut-être de moins sortir pour certains. Des élèves angoissés par l'examen, le médecin du lycée envoie défiler un certain nombre. Je viens vous voir parce que j'ai des petits soucis pour le stress avec le bac. Et je voulais savoir un petit peu ce que je pouvais prendre. Contre les nuits sans sommeil ou la mémoire qui flanche, tous lui demandent conseil. Une seule réponse, éviter les stimulants. Tous ces médicaments à base de vitamine C, caféine et autre chose, à haute dose, je pense que ça peut avoir un effet en plus contraire, donner un stress supplémentaire, gêner le sommeil et je pense perturber beaucoup plus une préparation d'examen quand c'est pas contrôlé. Ces recettes pleines de bon sens, Arthur les a appliquées. Ancien élève du lycée, il n'a pas ramé l'an dernier pour décrocher son bac S. Mention très bien grâce au sport. Ça vide la tête, quoi. On peut plancher 2 heures, aller se vider la tête et ensuite on revient beaucoup plus serein. Détente, révision, sport égale réussite. Au lycée d'Hennebont, on a trouvé la bonne formule. 94% des élèves ont décroché leur bac l'an dernier, la plupart avec mention. Eux n'ont pas encore l'âge de passer le bac. Ils font leur premier pas à la crèche et parmi tous les enseignements, celui d'apprendre à vivre ensemble. Un jardin d'enfants de la région parisienne accueille depuis quelques années des enfants en situation de handicap. Un véritable défi qui, vous allez le voir, profite au fil du temps aux uns et aux autres. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Laetitia Legendre et Catherine Juste. Travailler le langage, tu veux, à portée de main. Ils n'arrivent pas forcément à se parler, et pourtant ils se comprennent, sans trop de problèmes. Elle te demande de s'asseoir. Troubles du langage, de la coordination, retard mental, ce jardin d'enfants compte 1/3 de handicapés. Ils évoluent au milieu des valides, une mixité bénéfique pour tout le monde. De Monsieur Toul a capturé le mot Koussikussa. Et elle ne s'en lasse pas de ce petit mot. Koussikussa, répond encore l'éléphant. Koussikussa, cacaboudin. On est arrivé à canaliser un peu tous leurs problèmes, et ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu, mais au moins c'est canalisé et il y a beaucoup de progrès qui sont faits grâce à l'école. Ça lui apprend à rester calme et sereine dans toutes les situations parce que ce sont des petits enfants qui parfois ont un langage plutôt gestuel que verbal et elle, ça lui apprend à gérer ce genre de langage. Des progrès qui se dessinent et jour après jour, des enfants qui s'éveillent à la vie en communauté. Cette mixité qui aurait pu s'avérer délicate devient une chance. La tolérance, le souci, le respect de l'autre, des notions bien concrètes. Quant aux différences, les petits ne les voient pas forcément là où on s'y attend. Il y a des petits enfants qui sont différents. Les différents enfants, c'est qu'il y a les filles et les garçons. Aux éducateurs de les aider à trouver leur place. Mais nous, on tient vraiment à ce que on ne soit pas une antichambre d'un lieu de soins ou d'un hôpital de jour. On veut qu'ils puissent prendre du plaisir ici, mais on n'est ni médecin ni généticien, donc après tout, on fait comme avec tous les autres enfants, on les découvre quand ils arrivent. Méconnaissance des handicaps, manque de formation, l'accueil des enfants handicapés est frais encore aujourd'hui. Financée par la CAF et la ville de Paris, cette structure ouverte depuis 10 ans a pourtant parié sur la diversité. Il y a une crainte très très forte de ce qui peut arriver, de la responsabilité, de l'aspect médico-légal, de ne pas savoir. Ce sont des fausses craintes parce qu'on ne demande pas aux gens de faire ce qu'ils ne savent pas. Handicapés, valides, des mots encore bien abstraits pour ces petits bouts qui font leur premier pas dans la vie. Et même si certains se perdent encore quelquefois dans leurs rêves, cet avant-goût des autres, c'est peut-être cela qui fait la différence. Et oui, la page cinéma de ce dimanche avec tout d'abord une aventure et un pari. Comment raconter Sagan au cinéma, comment incarner ses multiples facettes. D'abord la femme, mais également l'écrivain, drôle, légère, sombre, avant de retrouver celle qui va l'incarner, Sylvie Testu, qui est avec nous. Quelques images du film signé Diane Curis et vues par Pascal Deschamps et Zidane Berkous. Le prix de la critique est attribué à mademoiselle Françoise Sagan. C'est le prix des critiques qui a tout déclenché. À partir de là, ça a été la corrida. Riche et célèbre à 18 ans pour un livre Bonjour Tristesse qui fit le tour du monde et qui fit scandale pour son portrait d'une jeune bourgeoise délurée et émancipée qui écrit comme elle parle et parle comme elle vit. Moi, je suis trop
trop paresseuse, trop pressée à la fois. J'ai trop de facilité à faire des choses, je triche un peu, enfin je sais pas. Mondanité, casino, bolide, la France entière commande ses frasques. Mais à 22 ans, elle échappe de peu à la mort. Soit vous allez vous battre. Quand vous vous réveillerez, je serai là. Mais derrière cette image de flambeuse dont la presse se repaît, se cache une personnalité mélancolique, grave, que le film explore. À part ma propre existence, je n'ai rien su garder. Elle a fait bouger les lignes. Elle était très en avance, elle était très rebelle, Elle avait un grand sens de la liberté. À mon divorce, Intermariage. Au fond, elle a tout eu et elle a tout perdu. Elle a tout eu, elle a tout brûlé. tenez, j'ai acheté la maison. Elle est encore plus folle que moi. À ses côtés, beaucoup de parasites qu'elle régalait à l'œil, mais surtout quelques amis fidèles, comme Jacques Chazot, l'ex-danseur, chroniqueur people, interprété par Pierre Palmade. Elle a fêté sa célébrité très longtemps, jusqu'à un moment où ça lui a coûté cher, parce qu'elle est tombée dans l'alcool et dans la drogue. Alors pendant un moment c'est festif et après c'est destructeur. Eh bien oui, j'aime ça. Ça me fait plaisir de prendre de la cocaïne. Ça me fait du bien. Je n'ai pas envie de gérer mon petit capital santé. Je n'ai pas envie de m'économiser. De la drogue à la bisexualité, rien n'est oublié dans ce récit flamboyant. Sylvie Testu y est une Sagan tout en nuances, une Sagan qu'on finit par aimer pour ses excès même et sa lucidité. Donner la vie à des personnages qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup plus drôle que de parler de soi. C'est aussi une façon intelligente de tromper sa solitude. Alors, quel destin que celui de Françoise Sagan. Bonsoir Sylvie Testu, merci d'être avec nous. J'ai lu que vous avez d'abord hésité avant de prendre ce rôle. C'est moins hésité que je me sois posé des questions. C'est lourd, un monstre sacré comme ça? Bah, c'est lourd, elle est encore très présente chez tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'aimaient beaucoup. Et puis on se dit, elle était tellement drôle, elle était tellement unique, elle était tellement libre que vous aviez quelle image d'elle, justement, avant de vous... Une image assez fausse. J'avais l'image d'une femme extrêmement intelligente, mais j'avais pas conscience qu'elle avait tant d'humour que ça. J'avais l'impression que c'était plutôt quelqu'un avec laquelle je me serais ennuyée. Oui, sombre. Oui, sombre, très respectée. Elle l'était également. Oui, voilà. Elle était, mais elle le montrait pas du tout, je crois. C'était quelqu'un de beaucoup plus drôle, beaucoup plus lumineux que ce que j'imaginais. On se rend compte également que c'était une femme qui était toujours très entourée, mais finalement très seule. Bah, je crois qu'elle avait peur. Enfin, c'est le problème des angoisses. La peur du vide. Oui, elle était angoissée en fait à l'idée d'être seule, donc du coup elle s'entourait, et parfois on se retrouve seul au milieu de plein de gens. C'est un peu le problème de beaucoup d'écrivains. On va l'écouter. Ouais. D'accord. On va l'écouter parler justement de cette solitude. On l'écoute. C'est ce qui est le plus répandu et le plus courant dans la vie humaine. On est seul, on vit seul, et on meurt seul, avec parfois l'impression de ne plus être seul quand on aime quelqu'un qui vous aime, etc. Mais les 9/10 de la vie des gens se passent dans la solitude. Vous aviez lu ces livres? Je les ai lus maintenant. Maintenant, oui. Non, à l'époque j'avais lu seulement Bonjour Tristesse et Un château en Suède. Et ensuite, évidemment, j'avais envie de lire, j'avais envie d'entendre cette petite musique de laquelle elle se défendait. Alors la petite musique, justement, et aussi sa voix. Vous avez fait un travail assez étonnant de mimétisme, de gestuel. Vous avez vu beaucoup d'images, beaucoup visionné d'archives comme ça? Énormément. C'est-à-dire tout ce que je pensais ne jamais faire dans ma vie, je l'ai fait. On a tellement peur d'imiter. Et en fait, Diane avait acheté beaucoup d'archives. Voilà. Et donc j'avais ça chez moi, j'écoutais plus de musique. J'écoutais un roman qu'elle a enregistré, et donc ça commençait avec Antoinette Fouque présente. Et donc j'écoutais du Françoise Sagan. Et en fait, je comptais sur le mimétisme. Vraiment comme... moi, j'ai une meilleure amie qui me ressemble pas du tout, puis les gens me disent « Oh là, vous ressemblez » parce qu'on s'appartient un peu l'une à l'autre. Et je comptais là-dessus, j'avais envie que... Enfin, voilà, de lui ressembler petit à petit. Et en fait, c'est un peu... Je l'ai dit souvent au moment du tournage, je disais c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait aujourd'hui faire Charlot, s'il peut pas marcher avec sa canne et les pieds en canard, c'est pas la peine. Bien sûr. Donc du coup, il fallait que je l'attrape par l'extérieur pour rentrer dedans. Dedans. Et même la voix, ce débit, ce phrasé, vous avez travaillé avec quelqu'un? C'était infernal. Oui, j'ai travaillé avec personne. Je suis seulement allée voir un ami qui est ortho, 2-3 fois, pour lui demander si j'étais sur la bonne voie, et j'avais tellement peur qu'il me dise oui, mais il faut faire comme ça. Et il vous a appris à quoi? À placer votre... Non, j'avais entendu une petite chose à force de la regarder. Je dis elle chuinte un peu, non? Il m'a dit oui, t'as pas tort. Il m'a juste rassuré. Vous l'incarnez à 18 ans, à 50 ans dans le film. Parfois c'était dur de se retrouver avec cet âge. C'était infernal. Je passais mon temps à dire j'ai quel âge? J'arrivais sur le plateau, je disais j'ai quel âge?
Et en fait, dans la même journée, j'avais 60 ans, 17 ans. Et c'était terrible parce que j'avais tellement peur de faire plusieurs personnages, c'est-à-dire elle à 17, à 20 et plus tard. Et parfois je l'avais très très bien à 17 ans, mais je pense que dans le making of ça doit exister ce truc. Je dois arriver à 60 ans et puis hop, je me mets à parler comme si elle en avait 17 et tout le monde disait mais attention, t'as 60 ans. On va regarder ça dans le making of. Est-ce que c'est un personnage, on a vu Marion Cotillard avec Piaf, est-ce que c'était finalement un personnage envahissant à un moment donné? Il a fallu retirer le masque et puis voilà, se retrouver un petit peu ou pas du tout? C'est différent parce que la vie de Piaf est assez sombre, ouais. Celle de Sagan est plutôt lumineuse. Non, moi j'étais bien avec elle. C'est plutôt une vie... bon, évidemment, la fin de sa vie est un peu dure, mais toute sa vie à elle est vraiment formidable. C'est ça la leçon, c'est une femme libre avant l'heure? Absolument. Bon, en tout cas, on suivra ça. Merci beaucoup, Sylvie Testu. Le film de Diane Curis sort mercredi sur les écrans, un film France 2 qui fera l'objet d'ailleurs d'un téléfilm en plusieurs parties ensuite sur France 2. Merci à vous. Et comme chaque dimanche, voici le classement des films au premier jour de leur sortie cette semaine. En tête, Las Vegas 21, l'histoire d'une bande d'étudiants surdoués partis rafler la mise dans la célèbre ville du jeu. En deuxième position, JCVD, le film de Mabrouk El Mechri avec un Jean-Claude Van Damme étonnant. Ensuite, Super Hero Movie, une parodie américaine de nos super-héros. Et enfin, Affaire de famille avec Miu Miu et André Dussolier, entre autres. Avant de refermer le journal, je vous rappelle l'une des informations du jour. C'est la victoire expéditive aujourd'hui de Rafael Nadal en finale de Roland-Garros. 4e victoire consécutive, la 3e sur Roger Federer. L'Espagnol a déjà donné rendez-vous au public pour l'an prochain. Voilà pour l'essentiel de l'information en cette fin de week-end. Merci à vous d'avoir suivi le journal. La météo, Isabelle Martinet. Le cinéma ce soir avec Un pont entre deux rives. Très beau film avec Carole Bouquet et Gérard Depardieu. Demain, l'information, c'est avec Sophie Le Saint et Olivier Galzi dans Télématin. Et à 13h, Élise Lucet. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr. Votre